Un échec, c'est l'issue probable des négociations en cours, avertit Boris Johnson. De quoi doucher les espoirs de ceux qui espèrent une entente entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dans l'état actuel des choses, et c'est essentiellement ce dont Ursula et moi avons convenu, j'ai bien peur que nous soyons encore très éloignés sur certains points essentiels, mais là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire. Le Royaume-Uni ne se retirera certainement pas des discussions. Je pense que les gens s'attendront à ce que nous allions plus loin. Et aller plus loin, c'est ce que tentent de faire les deux parties en poursuivant les négociations. Pendant ce temps, une échéance est en vue, le 1er janvier. À cette date, s'il n'y a pas d'avancée, il faudra boire le vin qui sera tiré. La Commission est très déterminée à poursuivre les négociations comme elles ont été faites entre nous et la Commission, et c'est très bien. Mais je dois répéter que le plus probable maintenant, c'est bien sûr que nous devons nous préparer aux conditions de l'OMC, aux conditions de l'Australie, et n'oubliez pas tout le monde, nous avons fait d'énormes préparatifs pour cela. Nous n'avons pas fait tout ça depuis 4 ans et demi pour rien. Sans accord commercial, les échanges avec l'Union européenne se feront selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonymes de droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par le coronavirus. Le 19 octobre dernier, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait de Khartoum de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme. La période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d'État a signé une notification annulant la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre, a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum sur Facebook. Cette mesure, tant attendue par Khartoum depuis la chute en avril 2019 de l'autocrate Omar el-Béchir, devrait offrir une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays en plein marasme. L'inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de commercer et d'investir au Soudan sous peine de sanctions. Et le 23 octobre, les autorités soudanaises, tout en niant tout chantage, ont accepté, sous la pression américaine, de normaliser leurs relations avec Israël. Et ce n'est qu'après cette annonce soudanaise que Donald Trump a effectivement notifié au Congrès américain, le 26 octobre, le retrait du Soudan de la liste noire. Ils sont les victimes collatérales de la pandémie du nouveau coronavirus. Ils paient le prix fort avec la fermeture de leur établissement décrétée par le gouvernement français pour contenir la propagation du virus. Dans les rues de Paris ce lundi, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont donné de la voix. C'est de dire que les chefs d'entreprise sont à bout. Ils ont été sages pendant le premier confinement, mais là ils n'en peuvent plus, c'est bourré d'inégalités. Tout ce qu'on nous a promis en mars, rien n'arrive. Les hôteliers, on nous avait promis qu'on nous ferait sauter la taxe sur l'audiovisuel. Rien, on n'est pas ouvert. On a 10% d'occupation sur l'année et on paye 100% de cette taxe. On nous a promis que les assurances allaient nous aider. Ils nous proposent une cellule psychologique pour soutenir les chefs d'entreprise qui sont dépressifs. Ils ont caché les cercueils, ça ira plus vite. La question c'est pour quelle raison nous plus que les autres. C'est où on ferme tout et on reste tous fermés, ou on reprend tous à travailler en mettant des protocoles sanitaires. Voilà, il y a des gens qui sont payés pour pouvoir faire ça. Nous, petits bons soldats de la France, on paye en plus, parce qu'on continue à bien payer tout ce qu'on doit payer. Donc il n'y a pas de logique. Pourquoi dans certaines structures, il y a encore des cantines ouvertes gouvernementales alors que nous, on ne peut pas. Ils sont comme nous, donc s'ils savent respecter, on sait aussi. Depuis fin octobre, ces professionnels ont dû fermer leurs établissements et devront les garder ainsi jusqu'au 20 janvier, si tout va bien. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a souhaité ce lundi que les reliques du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, considéré comme une icône panafricaine, devraient être rapatriées d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin. J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance,
La patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba, a déclaré le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Patrice Lumumba a été assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pendant le chaos qui a suivi la proclamation de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, l'éphémère Premier ministre avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais en septembre, la justice belge a répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais assassiné. Cette dent avait été saisie par la famille d'un policier belge ayant contribué à faire disparaître le corps. Les chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ont analysé les chiffres de précommande des vaccins annoncés par les différents pays autour du monde avant même les premières autorisations. Le défi opérationnel que représente le programme mondial de vaccination contre la Covid-19 sera au moins aussi difficile à relever que le défi scientifique de leur mise au point, estime un éditorial de la revue médicale BMJ qui publie cette étude. À la date du 15 novembre, 7,48 milliards de doses ont été réservées auprès de 13 laboratoires fabricants permettant de vacciner quelques 3,7 milliards de personnes. Or, 51% de ces doses ont été précommandées par des pays riches qui ne représentent que 14% de la population, selon les chercheurs. Les pays à faible moyen revenu, soit 85% de la population mondiale, devront se partager ce qui reste. Nombre de pays ont rejoint une alliance lancée par l'OMS et baptisée COVAX qui négocie avec les laboratoires un accès équitable aux vaccins. Mais les États-Unis ou la Russie ne font pas partie de ce programme. Selon ces chercheurs, les implications pourraient dépasser largement les seules considérations de santé. Quelques pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada, ont déjà commencé à vacciner avec le vaccin le plus avancé, celui de Pfizer-BioNTech. En Europe, son autorisation pourrait être accordée aux alentours de Noël. Avec la fermeture des établissements du supérieur pour contenir le nouveau coronavirus, dont la deuxième vague sévit entre autres en France, l'Internet reste le seul canal par lequel les étudiants suivent leurs cours. Mais avoir accès à un matériel informatique et une connexion Internet, même en France, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Des étudiants en souffrent. Inas Farah vient de recourir à l'aide d'une association pour en avoir un. Pour moi, c'est très important pour poursuivre mes études, surtout en ce moment du confinement et tout. C'était vraiment compliqué pour moi et je suis contente. Pour secourir cette étudiante et bien d'autres en manque de matériel informatique, cette association compte sur des âmes généreuses. On a une partie du matériel informatique, essentiellement les ordinateurs portables qui proviennent de particuliers qui acceptent de nous faire des dons de matériel, et on a une partie du matériel qui vient d'entreprises qui nous envoient par la poste et de partout en France du matériel informatique. Par 7 ans de confinement, le matériel informatique et l'accès à une connexion Internet est la condition sine qua non pour poursuivre ses études. Dans l'incapacité d'en avoir, certains pourraient abandonner les cours. C'est évident que les problèmes matériels sont un facteur de décrochage pendant le confinement, parce que même si finalement on arrive à résoudre ces problèmes ou à trouver des solutions temporaires, ça reste une charge mentale tout le long du confinement, tous les jours. Est-ce que mon PC va tenir pendant le confinement ? Est-ce que je vais pas avoir un problème de disque dur à un moment, où la batterie va lâcher, ou j'aurai plus de forfait 4G pour pouvoir suivre les cours ? Selon une enquête menée par l'Observatoire de la vie étudiante auprès de 6130 étudiants du 26 juin au 8 juillet, 39% ont eu des problèmes de connexion à Internet et 17% des difficultés à utiliser l'outil numérique à leur disposition lors du confinement du printemps.
Le chef de l'État français devra s'isoler pendant 7 jours après avoir été testé positif au coronavirus. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée. Son voyage au Liban prévu mardi et mercredi est donc annulé, a précisé l'Élysée. Il devait y passer un réveillon avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais. Le Premier ministre Jean Castex, contact du chef de l'État, se place en conséquence à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie, ont annoncé ses services. Lui qui devrait présenter au Sénat ce jeudi la stratégie vaccinale du gouvernement, comme la veille à l'Assemblée, a appelé le président du Sénat pour s'excuser de son absence. L'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte, ne présente aucun symptôme, a précisé son cabinet. Elle a été testée négative au Covid-19 mardi avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris.